Alors nous reprenons cet après-midi avec en fait une table ronde qui initialement dans la version avant Covid s'appelait « Je t'aime moi non plus » sur les tensions fructueuses, forcément fructueuses, qui existent entre les scénographes et les commissaires d'expo ou les équipes de musée. Voilà. Et puis pour des raisons de changement de date, on a un peu changé ce format. Donc en fait, l'idée, c'est de retourner un peu la situation. On est entre conservateurs et on parle de nos expos. C'est de se tourner vers les scénographes et avoir plutôt le point de vue de ceux qui fabriquent les expositions avec nous. Donc, on a trouvé que c'était intéressant de se placer du point de vue du scénographe, aussi pour mieux comprendre comment travailler ensemble. J'aime bien rappeler quand même que la réussite d'une exposition repose essentiellement sur ce dialogue, cet équilibre, qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, entre le commissaire et le scénographe. Voilà. Donc, on fait cet exercice d'inversion des points de vue. Et ce qui est assez original et ce qu'on fait rarement, on va demander aux scénographes ce qu'ils attendent de nous. D'habitude, on a plutôt tendance à analyser comment nous travaillons avec eux. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir Pascal Peyeur, qui a créé l'atelier de scénographie expositif avec son associée Sylvie Josserand. Je ne vais pas reprendre toutes les expositions qu'a signées Pascal Peyeur, parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être citer certains musées, certaines expositions qui vont résonner aussi avec notre réseau, parce que Pascal est aussi là parce qu'il a travaillé avec de nombreux adhérents de notre réseau. Donc, le musée d'histoire de Marseille, donc Laurent Védrine, aujourd'hui conservateur du musée d'Aquitaine, a travaillé avec Pascal. Je pense aussi au MUPOP, au musée des musiques populaires de Montluçon, qu'on aime beaucoup. Voilà, on va régulièrement danser au MUPOP. Je pense aussi au musée de la dentelle de Calais et au musée national de l'immigration. Pour les expositions, je citerai Miroir, mon beau miroir au château des Ducs de Bretagne. Petits arrangements avec l'amour, Abbaye Daoulas, on a entendu Philippe Ifri ce matin. Et puis, morceaux exquis à la Fondation Electra. La Fondation Electra qui fait d'excellentes expositions mêlant art contemporain et sujets de société. Donc j'introduirai Pascal Peyeur avec une citation que j'ai extraite d'un article qu'il a écrit en 2012 dans Études théâtrales pour une approche scénographique de l'exposition, dans laquelle il dit, ou plutôt il écrit: si l'on fait l'hypothèse que son temps de visite se déroule linéairement, chronologiquement, on peut comparer le territoire de l'exposition à une sorte d'instantané de tous les actes auxquels son parcours donne vie, et c'est l'enchaînement d'événements découverts et engrainés par notre déplacement dans l'exposition qui constitue les principaux ressorts dramaturgiques. Voilà, donc je rentre dans le vif du sujet en demandant à Pascal Peyeur, quand il travaille avec nous, de quoi a-t-il besoin pour faire un bon projet d'exposition? C'est une vaste question, mais on la détaillera éventuellement. De quoi a besoin un scénographe pour être créatif et apporter une réponse, une bonne réponse et faire un bon projet d'exposition? Je pense qu'on a besoin de la même chose que lorsqu'on travaille dans le contexte théâtral, qui est quand même l'origine de la scénographie, à savoir un texte, des intentions, des formes, une forme littéraire qui finalement effectivement pose les premières bases d'une forme de dramaturgie à laquelle nous allons pouvoir répondre en inventant le lieu où
ce récit va pouvoir se dérouler. Donc en fait, nous, on crée concrètement les conditions d'existence en fait, de ce récit qui s'adresse au large public, qu'on attend souvent. Après, juste pour la question muséographie, scénographie ou scénographe, muséographe, je pense que c'est important, je trouve, en préambule, de préciser que moi je m'attache davantage aux compétences que cela implique plutôt qu'à la dénomination de métiers qui finalement correspondent, et on le verra tout à l'heure, à une forme de nomenclature du cadre de production des expositions et son institutionnalisation. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que justement cette œuvre collective qu'est l'exposition rassemble des gens qui ont une expérience différente du monde parce que leur formation, par exemple, n'est pas la même, parce qu'ils ont parcouru, ils ont au cours de leur carrière ou de leur activité professionnelle exploré des champs disciplinaires très différents. Et je pense que c'est ça qui est intéressant évidemment dans cette rencontre, c'est que bon, il y a des gens qui sont capables d'instruire des sujets, de leur donner une dimension politique au sens noble du terme. C'est l'exposition engagée dont on parlait ce matin. Oui, je n'étais pas là ce matin, mais probablement. Et donc du coup d'avoir des gens capables d'avoir un vrai point de vue finalement sur la matière, les contenus, que je considère vraiment comme une matière à triturer, à malaxer ensemble. Et puis à côté, et non pas en vis-à-vis ni face à ces compétences, mais je pense de la façon la plus, comment dire, complice possible, des gens comme moi qui sont habitués à transformer la matière. Donc, enfin, moi j'ai une formation de plasticien et de scénographe, et donc du coup, oui, j'ai des compétences pour rendre tangible en fait ce qui est en gésine dans le texte que produisent les gens qui sont nos interlocuteurs. Des fois, ce sont des commissaires avec tout ce que ça relève de, voilà, j'imagine, d'obligations institutionnelles, etc. Des fois, c'est des conservateurs du patrimoine, des fois des gens qui n'ont aucun titre, mais qui ont acquis véritablement la compétence d'instruire un sujet. Et je crois que ce dont on a besoin, c'est des éléments à lire, des éléments à voir, de l'iconographie par exemple, qui nous expliquent, enfin qui sont très explicites du projet culturel. C'est-à-dire qu'on comprenne bien quelles sont les intentions et quels sont les enjeux sociétaux du projet. Parce que je pense que si on fait des expositions de patrimoine, c'est évidemment pour le réactiver et le réinterroger sous l'angle des problématiques contemporaines. Sinon, comment imaginer attirer des ados, par exemple, dans un musée? C'est compliqué. Voilà, alors on a besoin d'outils. Et bien souvent, effectivement, les outils ne sont pas au rendez-vous. Probablement pour plein de raisons. Alors, bon, d'abord, je pense que c'est important d'avoir une culture de l'image. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a un métier qui s'appelle iconographe, ou que vous connaissez tous, et en fait, l'iconographie devrait faire intégralement partie en fait, du programme. C'est-à-dire que le texte, c'est bien, mais les images permettent, malgré leur polysémie, de s'accorder sur les dimensions esthétiques d'un sujet, par exemple, les hiérarchies, c'est-à-dire les éléments saillants, etc. Et c'est vrai que bien souvent, on n'a pas ça. Donc on est obligé de le faire nous-mêmes. Voilà, donc ça, c'est un truc qui ne va pas. Tout à l'heure, si on a le temps, je vous montrerai ce que nous, on appelle une sorte de conducteur iconographique, qu'on est obligé de faire en l'absence, justement, en vis-à-vis du programme texte qu'on est obligé de faire. Voilà, et on investigue finalement les sujets à la place de ceux qui devraient le faire, parce que si on n'a pas cette matière-là, on n'a finalement aucune raison d'avoir une idée en quoi que ce soit. Alors après, il y a autre chose qui est très important, c'est s'entendre sur l'expérience qu'on suppose vouloir faire vivre aux visiteurs. C'est très à la mode, ça, l'expérience de visite, mais en fait c'est quand même assez intéressant parce que si vous posez cette question à l'endroit de chaque thème du projet, vous vous rendez compte qu'on est obligé de se projeter finalement dans le scénario d'usage d'une certaine façon.
comment est-ce qu'on va vivre les choses, comment est-ce qu'on va rencontrer les images. Est-ce que ce sera une confrontation corporelle, c'est-à-dire est-ce que l'échelle 1 du visiteur sera confrontée à une certaine échelle d'images, est-ce qu'elles seront interactives ou pas, est-ce qu'elles sont finalement lisibles, est-ce qu'on est dans les conditions absolues d'un très beau cinéma où finalement c'est pas très grave, hein, parce qu'il y a des images, des expériences iconographiques qui peuvent être faites avec des moyens pauvres, mais ça suffit. Et donc du coup, je veux dire que c'est tout à fait amplement suffisant. Et donc en fait, se projeter dans l'usage, c'est à un moment donné se mettre d'accord sur les enjeux d'une installation ou d'une présentation, et se mettre d'accord sur des objectifs qui sont à la fois tangibles, mais qui en même temps n'ont pas encore généré l'image d'un espace ou l'image scénographique que le visiteur trouvera en poussant la porte et en entrant dans l'espace. Parce que cette image-là, je pense, doit résulter du parcours de pensée intégrale et qu'il est nécessaire de partager entre les gens du contenu et puis les gens de sa mise en forme. Et j'entends par ce parcours de pensée, en fait, la capacité à articuler toutes les dimensions du projet. Et ça va vraiment de ces dimensions budgétaires à ces dimensions sociales, comme je disais tout à l'heure. Donc en fait, ça prouve qu'entre les deux, il y a une quantité de registres et d'aspects évidemment très, très, très diversifiés. Et finalement, la seule chose que nous, on peut véritablement proposer aux équipes avec qui on travaille, c'est ce qu'on appelle une intelligence du contexte, en fait, et qui est le propre du design. Hein. Les designers ne sont pas des artistes, au sens où l'œuvre ne fonde pas la carrière, enfin, en tout cas le parcours professionnel. Nous, on a une intelligence du contexte. Donc notre savoir-faire, je pense, réside dans le fait qu'on est capable d'articuler une très grande quantité d'aspects, mais à un niveau de non-spécialiste absolu. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes experts d'aucun de ces aspects. Et ça, c'est extrêmement important, parce que si on l'était, probablement on serait moins mobile intellectuellement, et donc on ne pourrait pas construire quelque chose d'intéressant. Donc la question du partage des intentions est essentielle avant de juger, entre guillemets, sur pièce, c'est-à-dire en fait, avant oui, que quelque chose de tangible se mette en place sur le papier ou sous la forme de maquettes, etc. Voilà pour l'essentiel. Donc comment est-ce qu'on invente ces outils? Alors du côté, je vais parler de mon côté avant du vôtre. Nous, on aime bien, par exemple, faire des maquettes, des projets à assez grande échelle, parce que c'est un objet convivial, c'est comme une table. Hein, la table est vraiment l'archétype du dispositif de convivialité, d'échange et de débat. La maquette, c'est pareil. Quand elle est à grande échelle, on peut se projeter physiquement dans la façon dont on va pénétrer dans l'espace et exister en tant que corps itinérant dans ces espaces. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve que ça marche assez bien. Mais en même temps, ces maquettes-là, si on attend d'elles qu'elles soient extrêmement représentatives du résultat, c'est raté. C'est-à-dire qu'il faut être aussi capable, là je parle de vous, excusez-moi, je vais dire vous, parce que comme ça, c'est vous qui êtes voilà, détenteurs des connaissances qui permettent d'articuler un contenu. Il faut oui, que vous soyez capable de faire l'abstraction finalement d'une forme de figuration, hein, une forme figurative, pour se concentrer là encore une fois sur l'essentiel, c'est-à-dire c'est quoi l'échelle, pourquoi les images sont grandes, pourquoi ici au contraire elles vont être toutes petites, pourquoi est-ce qu'on va accrocher les œuvres originales de cette manière, comment est-ce qu'on va commencer à créer du récit par ce qu'on appelle l'accrochage, qui est quand même un sport partagé là pour le coup, etc., etc. Après, de votre côté, nous, ce qu'on attend, c'est des conducteurs iconographiques qui portent le texte. Et c'est vrai qu'un texte d'intention qui va à l'essentiel et qui, plutôt que de dérouler, par exemple, l'historique d'une collection, aussi intéressante soit-elle, y compris l'historique, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que vaut cette collection, pas évidemment en termes de patrimoine. Enfin, d'ailleurs, en plus, ça, selon l'endroit où on se place, selon le point d'observation, les valeurs changent. Ce n'est pas les mêmes, évidemment. Et donc, du coup, en tout cas, quelle sera la valeur, finalement, qui sera le point saillant que vous allez choisir, déterminer, qui sera le point saillant du projet, et qui permettra, encore une fois, aux adolescents, je parle des adolescents parce que
avec tous les projets auxquels on a participé, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas facile comme public, c'était pas l'année plus difficile à concerner. On a le moins, oui. Et voilà. Et donc du coup, quand ça marche, ça vaut le coup de s'interroger pourquoi ça a marché. Peut-être qu'on pourra donner 2-3 exemples d'ailleurs tout à l'heure. Donc, si je vous entends bien, plutôt qu'une connaissance encyclopédique, ce dont vous avez besoin, c'est de vrais points de vue, d'un vrai questionnement sur le sujet qui est traité, de ne pas vouloir tout englober, mais d'être effectivement sur une vision, un angle de vue plutôt questionnant. Oui, parce que, mais je pense que j'imagine que Jacques Hénard et Olivier Goncettes en ont parlé abondamment hier. Oui. C'est-à-dire que l'exposition, alors, c'est un événement, ça diffère du musée, mais on pourrait aussi parler du musée en d'autres termes que comme une exposition permanente, parce qu'en fait, je pense que c'est pas ça du tout. C'est au contraire le lieu des possibles où le regard est renouvelé sans relâche. Mais en tout cas, en ce qui concerne les expositions temporaires, ça vaut le coup de prendre des risques puisque c'est temporaire. Donc je pense qu'on peut avoir des avis circonstanciés et qui n'ont de valeur finalement que pendant le temps de l'exposition. C'est-à-dire sa représentation au sens vraiment où on l'entend pour un film ou pour une pièce de théâtre. Et je pense que oui, c'est un événement aussi. Pour créer des événements, il ne faut pas que ce soit pareil qu'avant, parce que sinon personne n'y va, ça ennuie tout le monde. Et donc du coup, il y a souvent, nous d'ailleurs, on reçoit souvent des injonctions de l'institution, enfin une injonction majeure qui est celle d'innover. Alors je trouve ça drôle parce qu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, comme vous le savez, l'innovation. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si on se pose les bonnes questions ensemble, on est capable du coup d'inventer une nouvelle relation à des contenus qui peut-être sont déjà très bien connus, mais qui n'ont jamais été abordés de cette manière, avec des ergonomies de visite qui sont nouvelles parce qu'elles sont hyper locales, parce que je sais pas, le site, par exemple, nous dit beaucoup de choses. Ça, c'est très important, et évidemment, de prendre en compte non seulement les moyens de médiation qu'on va inventer, mais surtout ce que nous dit le lieu. Parce qu'il y a voilà, il y a des lieux qui ont des caractères donnés. Et souvent, là, ces espaces d'exposition temporaires sont très intestinaux, pour la simple raison que les architectes ne s'intéressent pas beaucoup à ces espaces-là, qui sont relégués au second plan, finalement, du projet du musée. C'est bien dommage. Mais nous, on préfère avoir, comme au MEG, par exemple, de Genève, d'avoir vraiment une black box absolument parfaite, équipée d'un grill, parce que là, on se retrouve dans les conditions du théâtre. Et du coup, on fait du musée ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un dispositif de monstration qui renouvelle sans relâche son regard sur ses collections et ses richesses. Oui, ce qu'on a vu beaucoup ce matin à travers la table ronde, c'est que l'intérêt de l'exposition temporaire, c'est aussi la relecture de la collection. C'est-à-dire, c'est réinterroger la collection au regard de questions contemporaines, de sujets de société contemporains. Ces collections, elles disent tout le temps, à des moments différents, elles disent des choses différentes. Si on les interroge en 1900, en 2021, elles ne nous disent pas forcément la même chose. Donc c'est un des ressorts de ces expos temporaires. Vous parlez du contrat, enfin, est-ce que c'est un contrat, est-ce que c'est un accord, est-ce que c'est un dialogue entre le scénographe et puis le commanditaire. Je sais que c'est un sujet un peu trivial, mais néanmoins, je sais qu'il préoccupe beaucoup mes collègues. C'est la question des marchés publics. Moi, quand j'ai commencé ce métier, je choisissais mes scénographes sans marché public. Et ça change tout. Ça change tout. Alors, les marchés publics ont aussi des qualités, ils n'ont pas que des défauts. C'est vrai qu'on s'est battu longtemps en disant quand vous mettez en scène la tempête de Shakespeare, vous n'allez pas mettre en concurrence 5 metteurs en scène. C'est un metteur en scène qui va monter ce théâtre. Bon, on a perdu la bataille, donc on est en marché public pour désigner les scénographes. Je pense que c'est ambivalent. Il y a effectivement du positif et puis des choses très contraignantes. En tout cas, j'en entends beaucoup parler, et pour l'avoir vécu moi-même, les marchés publics sont une forme un peu rude de contrat de départ entre le scénographe et l'équipe du musée. Donc, moi, j'aimerais avoir votre point de vue. Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement améliorer ce premier contrat
morale. Voilà, c'est quelque chose de très sec, un marché public. Quand vous nous parlez plutôt d'échange, de dialogue, de construction. Oui, alors je vais commencer par les points positifs de la mise en concurrence, qui est effectivement une injonction du Code des marchés. L'avantage, par exemple, pour nous, ça a été, quand on était plus jeune, d'accéder à des commandes publiques. Parce que sinon, évidemment, c'est compliqué. Si tout le monde fonctionne parce que les gens se connaissent, etc., ça ne marche pas. Donc ça, c'est plutôt assez positif. Le deuxième, c'est que juridiquement, ça protège tout le monde. Notamment sur des affaires de responsabilité, d'argent, etc. Donc nous, on a été aussi beaucoup protégés par le fait qu'on soit dans ce cadre qui est du coup légiféré, etc., qui est solide. Après, évidemment, probablement il y a d'autres qualités, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais simplement, évidemment, le problème de ce dispositif, c'est que, en fait, il met à distance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de suivre, j'ai envie de dire, l'habitude de l'usage du Code des marchés, qui consiste à partir d'un programme, consulter les scénographes dans le cadre d'un concours sur esquisse ou sur APS, déjà, les gens ne peuvent pas se rencontrer. Donc on ne connaît du projet que ce qui a été posé sur le papier, c'est-à-dire, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis c'est tout. Donc c'est totalement désincarné. Donc c'est très difficile pour nous déjà, si le truc n'est pas très bien fait, de comprendre où il faut aller. On ne se parle pas, donc peut-être que le projet, finalement, on touche dans le mille, mais en fait on n'est pas fait pour s'entendre, parce qu'après tout c'est aussi des affaires de personnes, et ça arrive. Donc je connais plein de contextes où le projet est formidable, mais en fait les gens ne sont pas vraiment faits pour travailler ensemble. Et c'est vrai que quand vous parliez du théâtre, un metteur en scène choisit son scénographe. En général, il y a pas de... ça ne lui est pas imposé par un dispositif administratif. Et puis après, c'est phasé. Ça, c'est un vrai problème aussi. C'est-à-dire que bien souvent, on pense que parce que l'esquisse, c'est juste une esquisse, c'est ce qui demande le moins de moyens et le moins d'argent. En fait, c'est complètement faux, parce qu'au moment de l'esquisse, tout est dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien là que la compréhension du projet se fait et que tout sort. Le reste, après, APS, d'ailleurs, comme les acronymes l'indiquent, hein, c'est vraiment des phases d'approfondissement et qui sont de plus en plus techniques, d'ailleurs. Quand on arrive au moment du pro et du DCE, voilà quoi. Il n'y a plus grand-chose à bouger, donc il n'y a plus grand-chose à faire dans cette articulation fine contenu-forme. Donc c'est très improductif finalement en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que si on revendique l'idée que une exposition est une œuvre collective et qu'elle relève plus du domaine musical, théâtral, artistique et autres, ça marche pas quoi. Enfin, c'est juste pas possible. Alors, ce qu'il faut savoir, mais je n'irai pas beaucoup plus loin parce que je ne suis quand même pas un juriste de formation et spécialiste des marchés publics, c'est qu'en fait, il y a une façon différente. Enfin, comment dire, c'est pas la même chose. Un marché public et le code des marchés, c'est deux choses d'une certaine façon différentes. Le code des marchés, c'est la loi. Le marché public qu'une institution met en branle sous la forme d'une consultation, etc., c'est une application de la loi. Or, chacun sait qu'on peut faire comme on veut. Et pour vous donner, alors après on va dire, ah oui, mais il y a des seuils de montant, etc. En fait, c'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, ça fait 2 mois, mon équipe, nombreuse d'ailleurs, a été sélectionnée. Enfin, nous avons gagné non pas un concours, mais une consultation méthodologie prix pour un projet qui va quand même coûter 18 millions d'euros, sans concours. Donc ce n'est pas un concours, c'est une mise en concurrence sur la base d'une déclaration d'intention et d'un montant d'honoraires. Bon, pour faire court, parce qu'il y a aussi des éléments de méthode, de planning, etc. Et d'engagement, évidemment, sur faire les travaux dans un certain temps et tout ça. Et du coup, pour la petite histoire, en fait, moi, quand j'ai vu arriver ce truc-là, j'ai pensé que c'était bizarre, que c'était irrégulier d'une certaine façon. Et en fait, pas du tout. Il se trouve que, donc, finalement, nous avons été désignés. Ça nous a demandé d'ailleurs un effort, mais volontairement consenti, sur réfléchir à justement comment, dans ce contexte très particulier, on allait travailler ensemble et comment précisément on allait organiser tout ce qu'on se raconte là depuis le début de la conversation, c'est-à-dire des relations fructueuses, sereines, être capable à un moment donné de dire s'il y a un problème, on arrête tout, on se met autour d'une table, on en discute, on déverrouille les situations, etc.
Donc on a fait un très gros effort de ce côté-là. Et du coup, en retour aujourd'hui, j'ai affaire à un maître d'ouvrage qui non seulement est extrêmement impliqué dans les phases, dans le processus de création du projet, il est disponible, il est prêt à prendre des risques lorsqu'ils sont évidemment intéressants pour le projet. Et en fait, il a sciemment décidé de cette consultation, de cette forme de consultation et de mise en concurrence, parce qu'il voulait fabriquer le projet avec nous. Donc, ça veut dire que même sur des projets de cette importance, c'est tout à fait accessible. Simplement, effectivement, il faut que les services des marchés intégrés aux institutions s'intéressent au truc, en débattent avec les promoteurs du projet. Et puis, ça demande aussi, du coup, une adaptation. C'est-à-dire que là, c'est absolument pertinent, je pense, dans le contexte où on est. Je peux te dire ce que c'est. Hein. C'est un grand centre de culture scientifique et technique à Brest et qui s'appelle Océanopolis. Donc, la grosse différence, c'est que c'est des gens qui connaissent la musique, parce que ça fait 30 ans qu'ils exploitent cet endroit. Donc, ils ont une très très grande expérience dans l'exploitation de ce lieu, et que par ailleurs, c'est des gens qui revendiquent haut et fort la notion de service public, de centre de culture scientifique, comme vitrine des institutions publiques de recherche sur l'océan, etc. Donc, c'est quand même un contexte très valeureux, j'ai envie de dire d'une certaine façon. Mais ça prouve bien que, encore une fois, on n'est absolument pas obligé de faire des concours avec pas de moyens, avec du coup des indemnités qui sont indécentes, qui sont donc concédées aux scénographes qui ne gagnent pas la compétition. Et voilà quoi. Donc je pense que du coup, il faut convaincre les services des marchés internes aux institutions d'adapter en fait tout simplement le mode de consultation selon le projet, selon son sujet, selon les forces vives rassemblées, etc. C'est absolument pas une fatalité de se retrouver dans un dispositif où nous on répond dans le cadre d'un concours sur esquisse avec la mise à distance que je décrivais tout à l'heure. Alors peut-être pour revenir sur ce dialogue de couple, on a vu que les tensions, elles pouvaient être aussi dynamiques. Mais quelles seraient pour vous les principales incompréhensions que vous rencontrez dans le travail sur les expositions avec les équipes? Sur quoi une collaboration peut-elle riper? Concrètement, comment ça se fabrique, cette exposition? C'est comment ce ping-pong, cet aller-retour? Pour moi, c'est de la maïeutique. Donc, ouais, on crée on fait en sorte qu'il y ait des lieux de conversation. La maquette, par exemple, une collection d'images posées sur le sol. Là, on a 300, 500, 600 photos. Il faut faire l'exercice de les étaler, quoi, par exemple. C'est vachement intéressant, ça, parce que pour la Cité de l'Immigration, on a hérité d'un fonds de 650 photos en noir et blanc de gens qui étaient dans des contextes de voyage, enfin de partance ou d'arrivée. Bon, ok, mais en fait, dans un tableur XL, ça vaut rien. On peut rien en faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, donc du coup, nous, on a fait l'exercice, on les a, avec nos petits logiciels, là, on les a étalés sur des quantités invraisemblables de planches contact, et on a joué la carte de la donc on a trouvé un endroit assez vaste, c'était la moitié de cette salle, et on a tout étalé, quoi. Voilà. Et quand on montre ça du coup à nos interlocuteurs, ils prennent conscience de la masse. Vous voyez, il faut faire ce type d'expérience pour tout d'un coup que des choses réapparaissent en conscience, quoi. Après, on ne voit plus du tout son programme de la même façon. Et nous, on peut aider à ça, quoi. Créer des situations, des confrontations comme ça qui sont du coup extrêmement fructueuses parce que ça emmène tout le monde dans un mental qui est complètement différent. Donc c'est ça, nous, qu'on aime bien faire, c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez, Alors, est-ce que vous auriez un exemple de collaboration? Je ne sais pas, vous m'aviez parlé, par exemple, de morceaux exquis à la Fondation Electra, de collaboration quasi idéale hein, avec une équipe pour monter une expo. Ce serait peut-être plus... Je ne sais pas quelle heure il est, mais je veux bien parler de morceaux exquis, mais ouais. Je crains qu'on n'ait pas beaucoup de temps. Si. Il est 15h15, on a un peu de temps. Un quart d'heure, 10 minutes. Ouais. Parce que sinon, parce que bon, morceaux exquis, et là, j'ai pas amené d'image parce qu'on ne peut pas explorer mon site là, mais pourquoi c'était particulièrement intéressant? Alors, un peu pour les mêmes raisons que ça, que je vais exposer juste après. Donc, on travaille avec Federica
Tamarozzi, hein, c'est bien ça. Merci. Comment? Pas encore. Enfin, déjà plus, pardon. Elle venait juste de partir, voilà, je crois, oui. Oui. Et puis, quelqu'un avec qui elle travaillait, Gilles Beuch, et donc c'est des gens qui, enfin elle notamment, qui travaillaient sur comment les représentations du corps pouvaient être étudiées à travers des dictons et aussi des objets d'ethnographie extrêmement divers, comme des ex-voto, mais aussi des prothèses ou toutes sortes de choses comme ça. Et ça les intéressait parce que Gilles Beuch travaillait sur les représentations de la maladie dans l'histoire de la peinture. Et donc il s'était accordé pour investiguer comme ça voilà, les cultures européennes à travers cette façon de représenter les corps. Donc elle avait eu l'idée de détacher le corps en pièces détachées, comme des morceaux exquis, qui évidemment étaient rassemblés dans un tout à un endroit de l'exposition. Alors pourquoi pour nous c'était intéressant? C'est parce que d'abord c'est des gens qui connaissaient très très bien leur sujet, et ils avaient là un sujet qui mettait en relation le texte et des objets d'une façon assez immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, les collections extrêmement nombreuses ethnographiques là, pouvaient être composées dans l'espace comme des espèces de rébus, vous voyez, ou comme voilà. En tout cas, le support visuel d'aphorismes, de dictons, etc., qu'on pouvait lire, enfin, en tout cas que nous, on avait envie de rendre lisible simultanément, quoi. Et ça nous semblait intéressant parce que pour une fois, finalement, c'était une invitation à faire du texte, ce médium assez incontournable des expositions, une véritable expérience de visite. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement lire un texte qui explicite quelque chose d'abscon, c'était quelque chose qui pouvait du coup être au premier plan, mais laisser voir à travers, d'une certaine façon, le rébus que composaient les objets. Et donc, du coup, le projet a été très simple. On a simplement maculé les vitrines qui protégeaient les objets de ces fameux textes avec une typo suffisamment grande pour que ce soit lisible, bien que les objets soient derrière. Alors, évidemment, tout amoureux des objets pourrait dire « bah oui, mais alors si vous maculez les vitrines, on ne les voit plus, etc. » En fait, non, parce que dans les yeux des lettres, alors c'était beaucoup plus ajouré qu'on peut l'imaginer, mais on voyait finalement très très bien les objets, évidemment. Mais on pouvait donc simultanément faire cet exercice d'oraliser. Parce qu'en plus, c'est ça qui est intéressant, quand c'est écrit en grand, on est souvent poussé à lire à voix haute d'une certaine façon. Et donc il y avait là un engagement corporel assez intéressant, quoi. Donc, vous voyez, donc c'était très simple. Nous, on a juste eu l'idée de verre, de tout écrire sur le verre, protéger les objets avec ce verre. Et dernière chose, parce que ça c'était très important, lui proposait aussi un simple dispositif de cubes qu'on pouvait empiler et qui supposait que l'accrochage pouvait être fait in situ. C'est-à-dire qu'il y avait du coup un véritable jeu de composition dans l'espace, vraiment au sens plastique du terme, des collections et des objets les uns auprès des autres. Donc, mu par l'idée que tout ça raconte une histoire, et elle seule, évidemment, pouvait le mettre en œuvre, mais de lui donner la possibilité de le faire in situ sans que nous, on ait besoin, enfin, comment dire, finalement, sans que le processus du projet l'oblige à une certaine organisation dont elle aurait pu ne pas être contente, on trouvait ça chouette, quoi. Et en fait, du coup, l'accrochage a été un véritable plaisir, extrêmement intelligent, documenté et passionnant. Voilà. Du coup, vous voulez... Projet très modeste, d'ailleurs. Ah oui, mais les projets les plus réussis ne sont pas forcément les plus chers. C'est une certaine justice sociale. Et nos musées en témoignent un peu. Est-ce que vous voulez nous présenter du coup l'exposition Diva comme peut-être un exemple un peu incarné de ce qui se passe dans cet aller-retour, dans ce jeu de ping-pong? Oui, volontiers. Alors j'ai amené le programme, mais bon... Ah ben si, il est là, bravo. Merci. Mais bon, c'est pas très... Mais si, c'est très bien quand même, parce que je vous propose de le faire tourner en boucle aussi, parce qu'en fait, je ne vais pas pouvoir commenter précisément chaque page de ce dossier. Mais là où je trouve que ça valait le coup d'y faire référence, c'est qu'il contient tout ce dont on a besoin. Donc, Élodie Bouffard et Anna Bogadim, qui sont les deux commissaires de ce projet, qui vient juste de fermer, hein, c'est une exposition toute neuve, là, elle était à l'Institut du monde arabe ces 3 derniers mois, ont un véritable point de vue sur ces divas du monde arabe,
entre les années 20 et les années 70. Le féminisme sous-jacent était évidemment, en fait, finalement, la structure même de leur projet. C'est assez intéressant parce que, à travers des carrières brillantes de ces femmes puissantes, en fait, elles ont fait réémerger la question très très contemporaine de vivre entre genres. Et donc ça nous a évidemment porté parce qu'on s'est dit tiens, il y a moyen, quoi, à partir d'un patrimoine comme celui-là, d'expliquer tout ça. Ensuite, c'était intéressant parce que, par exemple, alors je ne sais pas où il n'y a pas cette photo-là. Bon, dans leur conducteur, en fait, il y a par exemple un décor comme celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est pas une injonction, on le voit là-haut. En fait, c'est pas une injonction qui nous est faite de dire on voudrait un salon et ça serait chouette qu'il soit comme ça. En fait, c'est l'extrait d'un documentaire qui a été réalisé sur un certain nombre de femmes des années 20 qui se rassemblaient dans le salon de l'une d'elles. Donc c'est une vague référence à ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en fait, dans ce documentaire, vous voyez, il y a de nombreux sièges dans le décor. En fait, chaque spécialiste exégète qui va qui va parler de cette époque fructueuse du féminisme arabe, eh bien, va changer de place. Et donc, du coup, il y a, je crois, dans le film, peut-être 5 ou 6 interviews différents. Et du coup, c'est le montage qui va reconstituer, parce qu'ils sont interviewés les uns après les autres. On ne voit jamais le salon tout entier, donc il n'est vraiment pas posé comme une reconstitution, mais plutôt comme le lieu où de multiples points de vue, aujourd'hui, peuvent être donnés sur ces femmes et sur leur histoire. Et donc on s'est dit, là, il y a quelque chose d'assez intéressant, il y a une sorte de mise en abîme, à la fois du lieu des rencontres, là où tout s'est fait, et on se disait, ça serait intéressant que le public puisse le pratiquer. Et donc, du coup, c'est moins une reconstitution, finalement, qu'un endroit où on pouvait, dans l'exposition, écouter. Alors, il se trouve que malheureusement, ça s'est un peu étiolé après. Il y a eu moins de propositions à faire au sein du salon. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on pouvait chiner du mobilier et laisser aux gens la possibilité de s'asseoir dans la reconstitution du salon et d'adopter, du coup, des postures différentes selon qu'on consulte, qu'on pulse un livre ou qu'on écoute dans le sofa de façon plus décontractée l'interview de l'une de ces femmes, la plus jeune, qui est morte récemment, et ainsi de suite. Donc c'est plus un lieu à pratiquer comme une expérience muséographique. Donc je trouvais ça assez intéressant qu'elle pose ça dans le projet. Parce que c'est finalement nous qui avons déroulé, grâce à cette suggestion, cette idée des scénarios d'usage à l'intérieur. Après, ce cahier, il montre aussi, comme il défile derrière vous, l'incroyable diversité de l'iconographie à laquelle nous serions confrontés. Il y a beaucoup de choses, donc ça nous a vraiment porté, ça nous a permis d'avoir beaucoup d'imagination, voilà. Et à aucun moment, si vous voulez, il y a des références à des dispositifs muséographiques et scénographiques qui auraient pu être extraits comme ça d'autres contextes. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui nous chiffonne beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut faire le parcours de pensée complètement et ensemble tout au long du processus, c'est impossible d'avoir en amont des références qui sont tirées d'autres contextes. On comprend très bien que l'intelligence du contexte exige que, en fait, on se débarrasse de toute référence formelle sur la façon dont on pourrait traduire les intentions de l'exposition. Sinon, c'est foutu. Ça ne marche pas, quoi. Aucun artiste ne le fait, d'ailleurs. Ça n'existe pas. Donc, du coup, ce que j'ai beaucoup apprécié là-dedans, c'est qu'il n'y a que des images relatives, finalement, au contenu, c'est-à-dire de quoi est fait le sujet, quels sont les lieux du sujet, quelle matérialité d'image, etc. Et le champ d'investigation. Voilà, je ne sais pas si... Oui, c'est clair. En conclusion, j'ai envie de vous demander, c'est presque une provocation, mais j'ai envie de vous demander, de votre point de vue, c'est quoi pour vous une exposition réussie ?
je crois qu'on a abordé un peu toutes les questions là. Une exposition réussie, pour moi, c'est une exposition où on sent que le public prend ses marques et acquiert une forme d'émancipation. En fait, c'est ça, je trouve ça assez intéressant. Et parfois, d'ailleurs, on ne soupçonne pas à quel endroit ça va se situer, quoi. Donc, à partir du moment où les gens s'emparent du dispositif, là vraiment au sens premier du terme et large, pour oui, se l'approprier d'une certaine façon, le détourner parfois, je trouve ça extrêmement plaisant. Dans la théorie du dispositif, vous savez, il y a ce qu'on appelle des lignes de fuite. Et du coup, je pense que c'est ça qui est important en fait. Une exposition réussie, à mon avis, c'est celle qui ouvre ces lignes de fuite. C'est celle aussi qui est mémorable parce que, soit parce qu'on voit des choses qui sont de l'ordre de l'objet mythique, soit parce que on a partagé des émotions ensemble à partir d'une chose ou d'une autre. Il se trouve que là, le succès public de cette exposition était particulièrement touchant et intéressant parce qu'il reliait les générations. Et souvent, c'est vrai que quand on arrive à ça, c'est extrêmement intéressant. On avait vécu, je veux dire, on s'est rendu compte de ça aussi dans la première version, celle dont on est les co-auteurs du musée de la Cité de l'Immigration, parce qu'on avait exposé des objets de peu, ceux qui sont emmenés dans les valises des migrants, qui sont souvent un disque, une théière, ou je ne sais quoi. Et en fait, on s'était dit que s'ils étaient enveloppés de l'interview, de la captation du témoignage des gens qui les avaient trimballés dans leurs valises, probablement ces objets acquéreraient une certaine valeur. Ça marchait pas mal. Mais surtout, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que ces objets, au même titre que les musiques des divas, en fait, des gens de 15, 18 ans, à l'époque où le musée a ouvert, les avaient vus, en fait, chez leurs grands-parents ou chez leurs parents. Et donc, du coup, ils étaient ancrés au même titre que, comme vous le savez, la musique, la nourriture, tout ce qui touche au corps, en fait, laisse des traces mémorielles puissantes. Et donc, du coup, en fait, quand une classe arrivait dans le musée, ceux qui avaient connu ces objets ou des objets apparentés, pour les raisons que j'explique, devenaient les médiateurs des autres élèves. Voilà. Et ça, on n'avait pas prévu le coup. Et en fait, c'était assez admirable parce que ça marchait super bien, quoi. En fait, on n'a absolument pas pensé que ces objets de peu, en fait, relieraient du coup les générations et de ce fait feraient des copains et des copines ensemble, là, des collèges, du coup, voilà, des Alors, du coup, peut-être qu'une expo réussie, c'est une expo qui échappe à tout le monde, c'est-à-dire qu'elle échappe à l'équipe du musée parce que les scénographes les emmènent plus loin, elle échappe aux scénographes parce que les publics s'en emparent et en font autre chose. C'est peut-être aussi ça, une expo réussie. C'est peut-être qu'elle est détournée, qu'elle est imprévisible, en fait. Oui, je suis convaincu de ça, absolument. Merci beaucoup. Je passe la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Attendez le micro. Et ce serait bien que vous vous présentiez éventuellement. Oui, bonjour, je m'appelle Cécilia Devarine. Petite question, c'est la question de l'intelligence du contexte. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que ça ne vous dérangerait pas de préciser un peu plus ? Oui, l'intelligence du contexte, c'est souvent pour ça qu'on va chercher des designers pour résoudre des problèmes qui peuvent être, par exemple, le dysfonctionnement de certaines structures dans des administrations. La 27e région, par exemple, qui est une association politique qui bosse là-dessus, sur ce qu'on appelle le design social. On est convaincu et voilà, ils font ça très bien. Alors on va se dire, mais comment est-ce qu'un designer peut intervenir dans un champ disciplinaire comme celui-ci ? Grâce à l'intelligence du contexte qui est au fond de la formation même des designers, en même temps évidemment que la question critique. La distance critique par rapport au contexte est nécessaire si on veut être capable de l'interroger et donc du coup à partir du contexte de dérouler
des intentions, etc. L'intelligence du contexte, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est être capable de mettre en relation en fait, des choses qui apparemment n'ont rien à voir à faire ensemble, et qui, parce qu'à un moment donné, on se positionne dans une éventualité, en fait, on passe notre temps à faire des hypothèses. Vous savez, il y a, non, c'est pas Ettore Sottsass, bon, c'est un designer italien très, très, très célèbre des années 70. Il disait, mais le design, en fait, c'est une méthodologie du doute. Non, c'est de Gaetano Pesce, pardon. Voilà, Gaetano Pesce a dit un jour, le design, c'est une méthodologie du doute. Je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe notre temps à changer, à regarder le même objet d'un point de vue différent. On se déplace sans arrêt autour de la chose. Voilà. Et il nous arrive même parfois d'inverser, à 2 jours du rendu du projet, d'inverser le paradigme parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a fait fausse route, quoi. Donc c'est ça, en fait, je pense, l'intelligence du contexte. Alors après, c'est aussi, qui dit contexte concret, physique, etc. Je trouve que c'est extrêmement important de faire, d'être capable de ce qu'on appelle, d'avoir une appétence pour ce qu'on appelle la sérendipité, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être un peu, vous savez, c'est l'idée que ce qui est hasardeux, finalement, peut peut-être à un moment donné redéfinir le projet d'une manière inattendue. Il faut être capable à un moment donné, parce que tout d'un coup quelque chose sort, de se dire ah bah, finalement c'est dommage, on ne va pas passer à côté de ce truc-là. Je sais pas, je pense à un objet qui est découvert dans les collections, invraisemblable, que tout le monde avait oublié, et au moment où il sort, on se dit bon sang, en fait c'est l'entrée principale. Vous voyez, c'est ce genre de choses, quoi. Merci. Une autre question? Ah, derrière moi. Oui, moi j'ai une question. Là, vous évoquez plein d'aspects de ce qu'est votre travail. Le point de vue, le choix des objets, la mise en relation des objets entre eux. Mais pour moi, c'est le commissaire qui fait ces choix-là. Après, vous les mettez en place dans un espace. Alors je comprends bien la plus-value, je travaille avec de nombreux scénographes, mais quelle est la part, enfin, comment vous répartissez le travail entre, visiblement, ces deux champs qui se recoupent beaucoup, celui de votre point de vue, celui de la mise en relation des objets et du choix des objets. Tout à fait. Que vous portez comme le porte le commissaire. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, on ne préside jamais au choix des objets et à leur mise en relation. C'est simplement qu'on en discute. C'est-à-dire qu'en fait, l'exemple que je donnais donc sur Morceau Exquis, là, avec Federica, en fait, jamais à aucun moment la question de l'autorité de qui doit décider que cet objet est là ou là s'est posée. En fait, c'est pas du tout. Là, pour le coup, c'est complètement en dehors du... Ce qu'on savait, c'est qu'on avait inventé ensemble un dispositif, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mise en relation, d'expression avec des rébus d'objets. C'était évident que nous, on est absolument incapables de présider, si vous voulez, à la façon dont on va disposer les objets dans l'espace. Par contre, à un moment, on donne des conseils. C'est-à-dire qu'on dit, là, s'il y a tant d'objets, on va peut-être pouvoir se déplacer. Je vous donne un exemple d'ailleurs très quand même fort, c'est que l'exposition était donc composée d'une douzaine, je crois, de parties du corps, comme le pied, le nez, la main, la peau, etc. Et en fait, elle était censée se conclure par le réassemblage, finalement, des morceaux épars. Et puis, pour des raisons là, purement spatiales, les qualités intrinsèques de l'espace où on a fait ça, du lieu d'exposition, c'était, que vous connaissez certainement tous, qui s'appelait avant Electra, vous voyez. En fait, vous vous souvenez qu'il y a une immense trémie, en fait, qui vraiment vous accueille dès que vous passez la porte. Et donc c'était impossible de se dire, c'était évidemment extrêmement légitime de se dire c'est là qu'on va rassembler les morceaux, puisqu'après, mais comme c'est le premier truc qu'on trouvait en entrant, il a fallu complètement inverser le scénario en fait. Et donc Federica, qui est quelqu'un de très intelligent, elle s'est dit finalement en fait qu'on parte du corps reconstitué pour en détacher les constituantes ou qu'on fasse l'inverse, c'est pas très grave, quoi, vous voyez. Et donc ça a été finalement une sorte de, d'inversion du scénario original, vous voyez, mais pour des raisons qui à la fois nous échappaient et dont on s'est ensemble réemparés pour en faire une qualité. Et du coup, c'était plutôt pas mal d'ailleurs, parce qu'on rentrait dans une espèce de dispositif un peu utérin. Je pense qu'on a donné, beaucoup plus de puissance finalement à ce temps du parcours où tout était rassemblé.
Hénard disait hier que souvent, parfois, on avait de la chance. Oui, tout à fait. Quand on faisait des expositions. D'autres questions? Ah, une Xavier de la Selle au fond de la salle, et puis on conclura. Merci. Vous avez abordé à plusieurs reprises la question du public des adolescents. Et je crois qu'à un moment donné, vous disiez que vous alliez nous en dire plus à ce sujet. Est-ce que vous pourriez préciser au moins peut-être une expérience ou qu'est-ce qui, selon vous, peut être déterminant dans une scénographie pour qu'elle soit réussie pour le public adolescent? J'ai donné tout à l'heure l'exemple du musée de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, où ces jeunes personnes, en fait, on leur donnait finalement, enfin, on leur a donné les clés d'une possibilité de médiation auprès de leurs amis. Donc, du coup, ça veut dire qu'ils pouvaient s'emparer, en fait, des contenus et les valoriser à travers leur propre expérience et leur propre histoire et leur propre expérience de l'immigration. En fait, ce n'est pas des recettes. Il se trouve que ce dispositif-là s'est mis en place, comme je le disais tout à l'heure, un peu à notre insu, parce qu'on n'avait pas pensé que les objets étaient, effectivement faisaient partie du paysage de la maison familiale, quoi. Alors, c'est vrai que maintenant qu'on sait ça, on a réfléchi, on s'est dit, tiens, on va peut-être essayer de recaser l'affaire ailleurs, mais d'une autre façon, évidemment. Alors, est-ce que ça nous est arrivé? Alors, je parlais de Diva là tout à l'heure. Sur Diva, c'est vrai que ça marchait très bien. Bon, là, par contre, c'était tout entier déjà pensé et, comment dire, conceptualisé par Anna Bogadim et Elodie Bouffard. Elle savait très bien qu'elle toucherait en fait toutes les générations de femmes pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des musiques qui ont été entendues à la maison quand on était tout petit, etc. On apprend à danser là-dessus quand on a 5 ans. Bon. Et donc, ces jeunes femmes de 25 ans qui venaient aujourd'hui avec leur mère et leur grand-mère étaient aussi émues que les précédentes, quoi. Donc, c'était passionnant de les voir. Je dois dire que c'était un vrai plaisir de participer à ce projet pour cette raison-là, quoi. On sentait que c'était une exposition qui était vécue de façon très, très émotionnelle. Et tout en proposant ce socle politique très, très puissant, quoi. Donc c'était vraiment, vraiment bien. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse en tirer des recettes. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il faut actualiser les sujets, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut essayer de comprendre en quoi ils ont de la valeur. Pourquoi c'est intéressant de faire une exposition sur la vigne et le vin aujourd'hui, par exemple, enfin, c'est un mauvais exemple, ça. Qu'est-ce que je pourrais trouver Vous êtes au mauvais endroit, en plus. Oui, je ne suis pas au mauvais endroit, là. Si, des choses qu'on a vues qui étaient vraiment très très inutiles. On a fait quelque chose sur le japonisme bouddhique au Meg. Finalement, je pense que le fond pouvait être très intéressant, mais on n'a absolument pas eu le temps d'interroger nos interlocuteurs commissaires pour essayer de comprendre ce qu'une pratique du bouddhisme en dehors du contexte asiatique, c'est-à-dire à Genève, pouvait être intéressant. Et probablement, il y avait des choses à délivrer là-dessus. Donc j'imagine que si on avait réussi à sortir d'eux, en fait, des choses beaucoup plus tangibles sur la pratique du bouddhisme, et notamment chez les gens très jeunes, ça aurait été intéressant, je pense. Bon, voilà, mais après, il faut... Alors, j'ai dit que c'était la dernière question, mais comme c'est notre présidente qui en a une à poser... J'avais une mini-question, désolée. C'est vrai que j'ai été interpellée par du coup ce que vous exprimez comme un souhait, c'est d'avoir un programme très ramassé et qui ne va pas trop loin dans les intentions, notamment muséographiques ou la programmation détaillée des collections. Du coup, par rapport à ce que vous disiez auparavant sur les phases parfois qui peuvent être resserrées du calendrier aussi de production, quel est, selon vous, le calendrier idéal du projet et à quel moment finalement vous estimez important d'intervenir? Moi, je pense qu'on pourrait intervenir très vite, avant même que le projet soit vraiment documenté. Alors évidemment, il faut quand même que tout soit hiérarchisé, ça c'est quand même très utile. C'est-à-dire qu'on a fait une exposition sur le thème de l'argent,
quand même un sujet complexe dans un parc d'aventure scientifique avec quelqu'un qui s'appelle Lydia El-Haddad, qui était commissaire de ce projet, mais qui n'était pas d'ailleurs institutionnelle, elle n'était pas elle faisait pas partie de l'équipe du centre de culture scientifique. Et c'était essentiel qu'elle soit capable, avec un pitch relativement simple, de dire dans cette exposition-là, on abordera l'argent dans 3 secteurs. Enfin, elle avait été capable de découper ce sujet immense en 3 entrées, quoi. La première, c'était de dire que l'argent était donc un opérateur d'échange. La deuxième, un opérateur de distinction. Et la troisième, une affaire de dépenses. Et donc, du coup, ça, c'est très fort, c'est énorme. Et alors, nous, ça nous a permis, évidemment, de nous appuyer sur quelque chose d'assez solide pour produire une sorte d'esquisse, alors là, très, très, très brève, très rapide. La deuxième chose, c'est qu'elle disait aussi, finalement, dans cette exposition-là, les visiteurs seront interrogés dans leur propre rapport à l'argent à travers cette question d'échange, distinction, dépenses. Et vous voyez, c'est un deuxième élément extrêmement solide. Donc du coup, déjà, nous, ça nous donne des idées. On se dit, il faut impliquer les visiteurs. Donc dans quoi c'est comme ça, d'ailleurs, que progressivement est née l'idée qu'il y avait un réseau, un Ethernet, qui permettrait aux gens de jouer et de gagner des crédits au fur et à mesure qu'ils qu'ils avançaient dans l'exposition, etc., etc. Vous voyez, ce genre de choses. Donc plutôt en amont, quand même, le lien entre le scénographe et les commissaires. Et oui, bien sûr, parce que au moment où on a commencé à travailler ensemble, parce que du coup on a été recruté très tôt, avec juste ces éléments-là, extrêmement puissants, mais en même temps qui laissaient là pour le coup des possibilités d'imaginaire énormes. Je peux dire maintenant qu'il y a prescription et on est devenus tellement des amis complices avec Lydia que je peux pas même de le dire. Je pense qu'on s'est frité pendant 3 mois. Parce que voilà. Voilà, on attendait ça, les tensions fructueuses. Oui, mais pour la raison suivante, c'est que en fait le sujet était tellement énorme que c'était extrêmement compliqué de faire des choix. Et donc sans relâche, nous on l'interrogeait sur mais qu'est-ce que le public va faire, par exemple, qu'est-ce que tu penses qu'il va le faire autour de l'idée que l'argent c'est du réseau? Qu'est-ce qu'on fait concrètement sur cette idée que l'argent c'est du réseau? Tu ne peux pas nous lâcher ça comme ça et simplement avec par exemple une documentation énorme qui montre des cartes, etc. Donc c'était passionnant parce qu'à un moment donné, est-ce que ça devenait saillant dans le premier espace sur les échanges? Est-ce que ça devenait un gigantesque espace cartographique? Ou est-ce que c'était juste une manip parmi 12 autres? Tout le problème est là. Comment on hiérarchise du coup et comment on rentre dans les sujets pour se dire finalement c'est quoi l'expérience première de chacun des secteurs, vous voyez, échange, dépenses et distinction et tout ça, quoi. Donc en fait, c'est bien d'être là tôt, mais il faut se donner aussi, être suffisamment libre d'esprit pour se dire il faut que je sois aussi dérangé dans cette conversation. Enfin, dérangé, c'est pas la question, mais en tout cas, si on n'a pas le scénario d'usage, ça ne marche pas, quoi. Et donc, on ne peut pas développer un projet comme ça. Et donc, pour finir par le début de votre question, moi, je pense qu'il faut surtout laisser du temps au moment de la conception, c'est au moment de l'esquisse. Donc, si vous êtes, finalement, vous choisissez, parce que vous avez besoin aussi, parce que ça peut être tout à fait légitime d'avoir 4 projets sous les yeux pour se dire, moi, je préfère ce point de vue-là, avec les visuels qui vont avec celui-là. Donc, si vous organisez une consultation sur présentation d'esquisse, il faut laisser du temps. Et il faut laisser du temps parce que nous, imaginez, on est à la fois aussi naïf et comment dire, néophyte et candide que votre premier visiteur. En fait, il faut nous considérer finalement comme absolument les premiers visiteurs de vos projets. Ça, c'est hyper important. Donc, on ne connaît rien. Il faut nous séduire parce qu'on a besoin, nous, d'être excités. On est des gens... on a une approche plutôt assez charnelle des choses, forcément. Donc du coup, il faut nous séduire, il faut nous donner envie, il faut nous laisser aussi la bride sur le cou pour qu'on soit capable à un moment donné d'avoir 2-3 fulgurances et qui tout d'un coup vont faire du projet que vous imaginiez, pas tout à fait celui-là, et qui va vous pousser aussi dans des retranchements et qui va vous embarquer dans une aventure peut-être que vous n'aviez pas anticipée. Je vous arrête là parce que c'est une très très belle conclusion et qu'on a atteint. Voilà, il faut qu'on arrête. Merci beaucoup Pascal Peyer, merci beaucoup pour Merci à vous.